Il se développe depuis quelque temps un consensus idéologique implicite entre les composantes politiques du régime et certains segments de la droite française. Ce consensus est plutôt subtil à saisir tant il paraît contre-intuitif, surtout pour les principaux concernés. Nous dénonçons depuis plusieurs années sur le Fil des Postes l'émergence d'une ligne insidieuse qui conduit une partie de la droite à défendre les acquis du libéralisme philosophique, c'est-à-dire à défendre les grandes victoires idéologiques de la gauche historique. Bien sûr, nous ne sommes pas les seuls à dénoncer les progrès inquiétants du libéralisme libertaire à droite. Dans ses dernières interventions, Feu Patrick Buisson, qui était certainement l'une des grandes intelligences françaises de notre époque, n'a eu cesse d'appeler les Français à prendre conscience des causes profondes de leur décomposition en tant que peuple. La conclusion qui s'impose à lui comme elle doit aujourd'hui s'imposer à nous, un peuple qui sous-traite la fabrication d'enfants aux populations immigrées et n'a plus la volonté de se reproduire et de reprogrammer la vie, est un peuple qui consent à être remplacé et à sortir de l'histoire. Il emporte, quelles que soient ses excuses par ailleurs, la responsabilité historique. L'urgence commande de cesser de nous mentir. Non, ce n'est pas la faute de l'islam si nos églises se sont vidées. Non, ce n'est pas la faute de l'islam si les Français ont cessé de se reproduire. Tout indique que ce pays réel, ce pays fantasmé dont nous aimions à célébrer hier le plébiscite quotidien en faveur de la nation, ce pays-là n'existe plus et qu'il ne peut renaître que s'il prend conscience des causes profondes de sa décomposition. Je lisais cette semaine dans la presse que 90% des Français, selon un sondage Harris Interactive, se déclarent aujourd'hui favorables à l'inscription du droit, à l'IVG, dans la Constitution. Et savez-vous dans quel électorat le score d'adhésion à cette idée est le plus élevé? Celui de la France Insoumise? Non. Celui du Rassemblement National. 91% à l'unisson de Marine Le Pen adhèrent à cette idée, confirmant d'ailleurs la métamorphose sociologique de cet électorat, et idéologique d'ailleurs, qui passe du statut de peuple-nation à celui de peuple-classe, selon une conception purement et exclusivement matérialiste. Par réaction primaire à l'islam ou à certains effets de la multiculturalité, les nouvelles droites libérales conservatrices défendent les acquis fondamentaux du gauchisme culturel, tels que la laïcité, les droits LGBT, l'avortement, le féminisme, la morale libertaire, etc., etc. Et quand ces droites ne défendent pas ouvertement ces acquis, elles minimisent leur incidence morale et anthropologique et les relèguent au rang des combats d'arrière-garde. De façon paradoxale, cette approche conduit donc ces nouveaux conservateurs à ne vouloir finalement conserver que les mythes libéraux et les reliquats de la subversion libertaire des années d'après-guerre. Ce phénomène, bien sûr, n'est pas tout à fait nouveau. Il était déjà à l'œuvre dans les années 60-70 aux États-Unis, lorsque la gauche trotskiste rallia les milieux de la National Review, donnant ainsi naissance au courant néoconservateur. Cette fusion se fit sur l'opposition commune au communisme soviétique et sur la célébration subséquente des valeurs du monde libre. Mais dans la réalité, l'hostilité légitime au communisme a servi de prétexte pour valider les modèles politiques et sociétaux qui ont dominé l'Occident depuis cette époque et qui nous ont conduits vers l'enfer de la société ouverte. Depuis au moins 2 décennies en France, et bien qu'il y ait eu des précédents, nous observons un phénomène analogue qui sert parfaitement les intérêts du régime. Ce phénomène devient de plus en plus insidieux, année après année, à mesure que la société française se fragmente et se transforme en une anarcho-tyrannie dominée par la technocratie néolibérale et par ses auxiliaires progressistes. La perversité de ce processus s'est considérablement aggravée au cours des 10 dernières années. En effet, la formation de ce nouveau consensus s'est produite dans le cadre des évolutions de l'organisation politicienne de la classe dirigeante. La démocratie parlementaire bipartisane qui avait dominé la scène politique française depuis au moins les années 70 a opéré au cours des années 2010 une fusion qui a donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui l'extrême centre macroniste. Aboutissement ultime de l'antique-alliance des libéraux et des radicaux du XIXe siècle, le macronisme est le parti de l'ordre, ou plutôt du désordre, en ce début de XXIe siècle. Ce repositionnement du régime au centre de l'échiquier politique
fut objectivement un coup de génie qui explique à la fois son impopularité, mais aussi son extraordinaire résilience. Et ce positionnement n'est pas seulement politicien, il est avant tout politique. La formule politique du régime, c'est tout à la fois le progressisme sociétal, l'autoritarisme policier et le réformisme néolibéral. Dans la pratique, ceci consiste donc, d'une part, à détruire l'anthropologie naturelle par la libéralisation des mœurs et par le multiculturalisme, ensuite à appliquer brutalement le principe popérien du paradoxe de la tolérance en fliquant et en réprimant les réactions patriotiques, religieuses ou traditionnalistes au sein de la population, et enfin à détruire systématiquement tous les leviers de souveraineté et de progrès socio-économique par une entreprise de subversion des fonctions et des instruments naturels de l'État. En somme, nous avons affaire à un régime exceptionnellement pervers et sophistiqué, et sa nature dysfonctionnelle ne doit pas nous tromper sur ce point. Le positionnement centriste du régime actuel contribue à l'exacerbation de la polarisation idéologique et de la fragmentation sociétale. Cet effet est aussi subtil et pervers que sa cause. Il ne s'agit pas simplement d'une polarisation binaire, mais d'une multipolarité extrême qui provoque la confusion dans les rangs de la gauche radicale et de la droite nationale, tout en neutralisant les anciens partis de gouvernement, aujourd'hui totalement décrédibilisés, bien qu'ils soient toujours présents au sein des institutions. Cette multipolarité partisane vient se superposer à la fragmentation générale de la société française, laquelle résulte non seulement de l'évolution de l'environnement politique, mais aussi des évolutions sociétales de ces dernières décennies, en particulier la déchristianisation, la libéralisation des mœurs, le déclin socio-économique et le multiculturalisme. La gauche radicale, intellectuellement parasitée par ses idéologies utopiques, est fondamentalement incapable de comprendre les tenants et les aboutissants de ce phénomène. Même ses outils d'analyse les plus pertinents conduisent à des conclusions erronées. Par exemple, la critique du néolibéralisme chez Annie Lacroix-Rize ou celle du libéralisme libertaire chez Michel Clouscar réduisent le phénomène néolibéral à une forme de fascisme postmoderne. La gauche radicale et la droite nationale se trompent donc toutes les deux. La première en accusant la Macronie d'être un régime autoritaire de droite, et la seconde en voyant la Macronie comme une simple tyrannie de gauche. La réalité, c'est que la Macronie est une subversion du centre politique. Or, je vous l'ai déjà dit, le centre politique, c'est le positionnement naturel du pouvoir légitime. C'est au centre que se trouve toujours le pouvoir, et c'est donc au centre que la vraie subversion s'opère actuellement. Mais tandis que ce positionnement a, à l'origine, pour fonction naturelle d'incarner l'union nationale et le dépassement des oppositions partisanes, la subversion macroniste a fait du centre politique l'instrument du désordre social et le point de convergence des intérêts particuliers les plus corrosifs. De façon paradoxale, cette multipolarité extrême induit aussi un consensus idéologique dont se sert le régime pour neutraliser l'opposition et pour renforcer sa base. En effet, bien qu'elle puisse sembler contradictoire, la formule politique du régime neutralise systématiquement ses opposants en récupérant leurs éléments de langage. Les ténors du régime n'hésitent donc pas à parler de patriotisme, d'identité, de souveraineté, de progrès social, d'écologie, de réarmement démographique, de réindustrialisation, d'innovation technologique, de maîtrise de l'immigration, sans hésiter d'ailleurs à dénoncer de temps à autre les dangers du gauchisme ou la menace de l'islam politique. Tout ceci alors que dans la pratique, la politique du régime consiste précisément à faire tout le contraire, en détruisant à peu près tout ce qu'il prétend défendre dans ses discours. La France sera plus forte dans ce monde de bouleversement si nous sommes d'abord plus unis. Si nous réapprenons à partager des valeurs, une culture commune, le sens du respect, dans les salles de classe, dans la rue, dans les transports comme dans les commerces. Notre France sera aussi plus forte par la relance de sa natalité. Nous étions jusqu'à récemment un pays dont c'était la force, sans doute la singularité en Europe, quand on se comparait aux voisins. Et c'est moins vrai depuis quelques années. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique.
La politique, ça fait 18 mois que le projet est sur la table, que les associations s'impatientent. Eh bien, ça y est, Emmanuel Macron devrait franchir le pas. Selon la Tribune du dimanche, il va déposer un projet de loi pour inscrire l'IVG dans la Constitution en début de semaine prochaine. Le texte visera à garantir la liberté des femmes à avoir recours à un avortement. C'est donc le terme liberté et non droit qui a été choisi. L'inscription de l'IVG dans la Constitution compliquerait toute tentative du législateur de supprimer ce droit ou d'y porter gravement atteinte. Une décision qui répond aux inquiétudes nées après la révocation du droit fédéral à l'avortement par la Cour suprême américaine. Pour permettre justement ce réarmement démographique. Hélas, il n'en demeure pas moins que l'impact sémantique est considérable et qu'il consolide le consensus libéral-conservateur. Les récents discours d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal en sont une excellente démonstration. Le consensus libéral-conservateur est d'ailleurs renforcé par les évolutions de figures emblématiques du régime, telles que Simone Veil, Elisabeth Badinter, Gisèle Halimi ou encore Florence Bergeaud-Blaquer, qui sont toutes des féministes de gauche, militant en faveur de la laïcité, des droits LGBT et de l'avortement, et qui sont célébrées aujourd'hui dans les milieux de droite parce qu'elles s'opposent aujourd'hui à la poussée de l'islam conservateur, comme elles s'opposaient hier au conservatisme catholique. Il est important de comprendre que le régime ne récupère pas les thématiques de ses adversaires de gauche ou de droite par simple opportunisme politique. En réalité, nous assistons au lent effondrement de la démocratie parlementaire telle que nous l'avons connue depuis les années 1960. Le régime, en France comme aux États-Unis et ailleurs en Occident, a pris un tournant illibéral qui n'a pas échappé aux observateurs attentifs de la vie politique. Si les instances politiques, médiatiques, judiciaires et économiques de l'ordre néolibéral multiplient les initiatives contre la désinformation et les discours de haine, c'est que le régime a parfaitement compris que son paradigme idéologique était remis en cause par une partie grandissante de la société. Ceci explique pourquoi les positionnements du régime sont de plus en plus conservateurs sur le plan idéologique, tout en étant toujours plus corrosifs sur le plan sociétal. Le régime se sent menacé et il se donne donc tous les moyens de punir et d'écarter tous ceux qui osent remettre en cause les dogmes postmodernes. C'est pourquoi, même si son logiciel idéologique n'a pas fondamentalement changé, ses formulations pratiques prennent des accents de plus en plus réactionnaires, en matière sociétale comme en matière économique. Et les personnes qui sont restées bloquées dans les vieilles dialectiques droite contre gauche ou libéralisme contre socialisme sont précisément celles qui sont les plus perméables aux séductions du nouveau consensus. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, le propre de toute société humaine, c'est de regarder en face l'avenir qui se dessine devant elle, interroger son modèle, puiser en soi les ressources suffisantes pour avancer, corriger ce qui doit l'être, construire les bonnes solutions. Une société ne se perd jamais quand elle cherche à avancer. Une société ne se perd jamais quand elle doute. Elle perd quand le doute l'emporte sur tout le reste. Quand le doute glace, quand il fige, quand il conduit à douter non pas de l'avenir qui se dessine, mais à douter de soi-même, de ses forces, de ses capacités. Je suis né en 1989, l'année du bicentenaire de la Révolution. Une année 89 où l'on a cru que la démocratie libérale et le progrès universel triompheraient par eux-mêmes. Ma génération a vu l'inverse se produire. Être français en 2024, c'est, dans un pays qui il y a 10 ans seulement se déchirait encore sur le mariage pour tous, pouvoir être Premier ministre en assumant ouvertement son homosexualité. De tout cela, je vois la preuve que notre pays bouge, la preuve que les mentalités évoluent. Car je crois que la transmission du savoir est impossible sans respect de l'autorité, sans respect de nos valeurs républicaines, au premier rang desquelles la laïcité. On ne négocie pas avec la République, on l'accepte, on la respecte en entier, sans mais, sans la moindre exception. Chose relativement nouvelle, ce consensus ne se joue plus seulement sur le plan du libéralisme philosophique, mais aussi de plus en plus sur le plan du libéralisme économique.
Et ceci a été confirmé par les récentes crises sociales, qu'il s'agisse de la question des retraites ou plus récemment de la crise agricole. Par réaction primaire au régime néolibéral, un certain segment de la droite libérale conservatrice adopte des positions libérales extrêmes, souvent caricaturales et ridicules. Le milléisme est l'une des incarnations actuelles de ce phénomène. Incapable de comprendre que les inefficiences de l'État captif, ce que nous appelons l'État zombie, résultent précisément des subversions du néolibéralisme et de la démocratie parlementaire, ils ne perçoivent que la dimension socialiste du problème. Beaucoup d'entre eux se réfugient donc dans les options libertariennes, sans jamais comprendre que le libéralisme mène inexorablement au socialisme et que la fusion de ces deux écoles conduit fatalement au néolibéralisme, c'est-à-dire à la dictature du collectivisme oligarchique, processus que les catholiques sociaux avaient déjà identifié il y a un siècle, avant même que ce phénomène ne se concrétise politiquement. On voit ainsi apparaître sur Twitter ou sur YouTube des libertariens d'extrême droite, qui rencontrent d'ailleurs un certain succès, évolution prédite il y a déjà 5 ans par le brillant Théodon. Dans ce contexte, le bouc émissaire n'est plus seulement l'immigré délinquant ou le musulman fondamentaliste, le bouc émissaire devient aussi l'État, qui est forcément socialiste, mais aussi le citoyen français qui est décrit comme étant un assisté notoire à l'esprit tiers-mondiste. Et on aboutit donc à une ligne qui se résume finalement à une sorte de racialisme ultralibéral et antisocial. L'aliénation, le sentiment d'humiliation et surtout l'absence de repères moraux qui leur permettraient d'échapper à l'hystérie, au désespoir et à la dépression, font que ces libertaires d'extrême droite se retranchent dans des options essentiellement anarchisantes et antisociales, et donc antiréalistes. Incapables d'opérer de saines distinctions entre l'État légitime et l'État légal, ils finissent par sombrer dans une forme d'inertie individualiste qui ne peut mener qu'au renoncement à l'action politique sérieuse. En faisant de l'État un ennemi essentiel, ils adoptent en réalité une attitude irrationnelle et renoncent de facto au droit à réfléchir sérieusement à un projet social et civilisationnel cohérent et réaliste. Qu'ils prennent des accents identitaires ou des accents économistes, ce consensus libéral conservateur est profondément réactionnaire dans le sens le plus négatif du terme, c'est-à-dire qu'il est essentiellement une somme désordonnée de réactions superficielles, épidermiques, émotionnelles et donc fondamentalement incapacitantes. Les factions néo-identitaires et post-républicaines qui constituent l'essentiel de cette droite libérale conservatrice nous semblent particulièrement perméables à ces tentations, sans doute parce qu'elles ont en commun une certaine obsession pour le mythe et pour le matérialisme. Sur le plan idéologique, cette ligne libérale conservatrice est une voie inopérante, profondément inadaptée aux enjeux de ce siècle et fondamentalement incapable de produire une analyse intégrale de la situation et donc de prétendre pouvoir conduire à un changement radical de paradigme politique. Politiquement, cette ligne est absolument catastrophique et démontre une incapacité profonde à percevoir de façon positive et réaliste les aspirations et les potentialités de notre destinée commune. En bref, la ligne libérale conservatrice, dans toutes ses moutures, c'est la ligne des losers, c'est la ligne des perdants. Bien sûr, il ne s'agit pas simplement de condamner, mais avant tout de comprendre ces dynamiques afin de mieux les combattre. Le degré de confusion spirituelle et politique en France est en proportion de l'œuvre de destruction dont l'État et le peuple français font l'objet sur le plan anthropologique. Pour espérer triompher du régime actuel, il faut être capable d'une résilience morale et d'une stabilité dans les principes, résilience et stabilité qui ne peuvent se développer que chez les esprits d'élite, en particulier chez les esprits d'élite qui s'appuient sur la foi et la raison. Aujourd'hui, ces esprits d'élite se trouvent principalement chez les souverainistes, chez les héritiers de la révolution conservatrice et chez les intégralistes catholiques. Ces trois groupes semblent aujourd'hui être les seuls à être capables d'échapper aux pièges dialectiques qui se multiplient à l'heure actuelle. Ils sont les seuls capables de percer à jour la nature profonde du régime, en évitant les analyses purement réactionnaires. Ils sont les seuls à être capables de s'élever au-dessus de ces écueils et à être capables d'envisager le futur avec intelligence, avec sérénité et avec réalisme. Ils sont les seuls à revendiquer l'État, à revendiquer la justice sociale et à revendiquer l'écologie humaine de façon sincère et légitime. Par conséquent,
Sur le plan politique, ces trois groupes sont naturellement amenés à travailler ensemble pour le bien commun et pour la conquête du pouvoir. Bien sûr, ces trois groupes ont leurs divergences et surtout, ils ont chacun d'entre eux des défauts internes à corriger. Les souverainistes sont les héritiers de la grande tradition étatique gaullienne, ce qui en fait souvent d'excellents techniciens. De ce fait, ils partagent avec nous une certaine vision de la politique et de l'économie, puisque leur figure tutélaire a été lui-même influencée par la doctrine sociale de l'Église. Le principal défaut des souverainistes, c'est d'avoir tendance à déifier l'État et à déconsidérer la force de la morale, qu'ils jugent incompatible avec l'action politique. Les nationalistes héritiers de la révolution conservatrice combinent les qualités de l'esprit et de la force. Violents et intelligents, ils sont des militants métapolitiques dévoués et d'excellents philosophes. Ils comprennent comme nous l'importance de la transcendance spirituelle dans l'ordre social et politique. Leur principal défaut, c'est une certaine tendance à l'idéalisme et au romantisme. Bien sûr, les catholiques intégraux, dont nous sommes, n'échappent pas non plus à la critique. Paradoxalement, notre défaut principal est en même temps une qualité. Nous avons en quelque sorte trop conscience de la gravité de la situation, puisque nous sommes les seuls à vraiment en comprendre toutes les dimensions, spirituelles et temporelles. Ce réalisme intégral est parfois lourd à porter. Devant la force et la sophistication inédite du châtiment qui frappe actuellement l'humanité, nous avons parfois tendance à nous retrancher nous aussi dans une forme de quiétisme, dans le mysticisme ou encore dans une sorte d'idéalisme naïf qui nous enferme dans des formes et dans des modèles dépassés. Ce qui est certain, c'est que le catholicisme intégral est et sera toujours le point d'équilibre qui nous permettra concrètement de triompher du désordre social. Pour rompre la dynamique perverse du consensus libéral-conservateur, nous devons donc être à la fois évangélisateurs et techniciens, en conformité avec l'esprit de l'action catholique. C'est en cela que nous autres catholiques avons une responsabilité énorme à laquelle nous ne pouvons pas renoncer. Nous devons être les inspirateurs constants du véritable progrès social et politique. Nous devons être les aiguilleurs du retour sur la voie de la civilisation. Nous devons être les gardiens de l'ordre social contre la barbarie postmoderne. Telle est la croix que nous devons porter dans cette vallée de larmes. Au fond, le grand défaut des partisans du consensus libéral-conservateur, c'est leur incapacité à s'élever au-delà de l'idéalisme réactionnaire, et donc leur incapacité à produire une formule politique et un projet de société réaliste, à même de nous remettre sur les voies de la civilisation et de la justice. Pour détruire le régime actuel, il ne faut pas attaquer l'État, mais il faut conquérir l'État. Il ne faut pas mépriser la société, mais restaurer la justice sociale. Il ne faut pas se soumettre à la soi-disant main invisible du marché, mais il faut soumettre les marchés aux intérêts du bien commun. Il ne faut pas rejeter l'autorité, il faut au contraire restaurer l'autorité. L'heure n'est donc certainement pas au délire libertarien, ni aux compromissions avec la subversion gauchiste. L'heure est au retour des hommes forts et des nations capables d'assumer leur destinée impériale. L'heure est au retour du zèle religieux et de l'élan civilisationnel. Ceux qui restent bloqués dans le consensus libéral-conservateur se condamnent déjà à être les victimes de l'histoire en marche. Nous n'acceptons pas d'être des victimes pour autre chose que la plus grande gloire de Dieu et pour l'amour de notre prochain. Et ceci nous assure déjà d'être comptés parmi les vainqueurs si bien sûr nous restons fidèles aux promesses de notre baptême. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez éventuellement contribuer au financement du projet Mathéo pour la création d'une banque en ligne avec des valeurs chrétiennes, sociales et familiales. Merci pour votre attention, que Dieu vous garde et à très bientôt.